Madame, Monsieur, bonjour. Il est 6h30 et comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre matinale Kékéloa. Nous sommes vendredi 24 novembre 2023 et il s'agit bien entendu du dernier numéro de la semaine. Beaucoup adorent sans doute les vendredis puisque c'est la fin de la semaine de travail. On le comprend. Assure dans quelques instants sur votre plateau de Kékéliba la rubrique sport, la chronique sport qui sera présentée donc, comme vous le savez, par Abdoulaziz Ban et trois invités nous accompagnent aujourd'hui jusqu'à 8h. Il y aura également dans la deuxième partie Laura qui va venir pour sa chronique culture, sans oublier Sarah Louya qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Et comme vous le savez également, l'essentiel de ces entretiens sera particulièrement dirigé par elle. Nous attendons également vos réactions sur les réseaux sociaux et je rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 8h sur la RTS mais aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Dans quelques instants, l'équipe va me rejoindre pour le développement de votre matinale. Mais en attendant, nous allons suivre, comme nous le faisons tous les jours, les prévisions du jour, la météo. C'est tout de suite avec nos partenaires de la NACIM. Amis téléspectateurs, bonjour, ravi encore de vous retrouver en cette matinale pour partager avec vous les informations sur la météo, dont les temps forts restent marqués par ces fraîcheurs matinales et nocturnes, surtout à l'intérieur du pays. Un temps qui sera ensoleillé sur le nord pendant cette journée du vendredi. Regardons la photo satellite du jour pour la configuration des nuages en Afrique de l'Ouest. C'est des nuages qui sont là, mais pas très présents. Le ciel sera dégagé avec le roi soleil qui va régner en même pendant une bonne partie de la journée et des vents d'alizé qui vont souffler sur le littoral, amenant de la fraîcheur. Côté prévision, donc, pour cette journée du vendredi, on aura la température la plus basse de la journée à Dakar, comme d'habitude, de 33 degrés, 36 degrés à Thiès, 38 degrés à Hambourg, sur l'axe Tivaouane, Thiès, Pire et jusqu'à Meké, c'est 36 degrés. À Saint-Louis, aussi vers Ross-Béthio, c'est 37 degrés à Podor, 37 degrés à Matam, la même température à Bakel. Mais on aura des pics à Louga et Tambacounda de 40 degrés. Tandis qu'au sud, c'est entre 35 et 36 degrés qu'on aura des températures sur l'axe Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, allant jusqu'à Kédougou. Chers amis téléspectateurs, donc c'est des après-midi qui sont légèrement chaudes à Dakar, mais avec des pics sur Louga et Diourbel et jusqu'à Kédougou où on aura la température qui va affleurer les 40 degrés. Chers amis téléspectateurs, c'est sur ces belles images qu'on va vous quitter, mais n'oubliez pas d'aller sur nos sites pour des informations beaucoup plus actualisées. Je vous laisse avec la réalisation tout en vous souhaitant une très bonne... Merci beaucoup à nos partenaires de la NACIM pour les prix. Pas me rejoindre sur le plateau. Il s'agit de Sarah Abdoulaziz Ban pour les sports et de nos deux invités. On va leur laisser le temps de s'installer et on retrouve en attendant le coach Tanda Khanya en salle de gym pour les exercices du jour et on revient juste après. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et nous allons terminer ici à Pékin avec justement le D2 et avec le coach Neymar tout au long de cette semaine. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivi évidemment cette salle avec beaucoup d'enthousiasme, évidemment des garçons et des filles pour justement ce challenge du vendredi. Alors, le challenge du vendredi avec le STEP. Alors, le STEP, mesdames et messieurs, avec cette plateforme, ce sera une sorte de cardio pour terminer la semaine. Mais avant d'aller plus loin, je vais donner la parole au coach Neymar. Alors, coach Neymar, Aïcha. Salam alaikum Sénégal. Je suis venu coach Neymar, Diago Or, moo ñëwaat. Te maa ngi leen présenté STEP. waaw di leen présenté sama assistant yi jigéen yi. Coach Nabou, coach Bana, coach Fanta, coach Bisoula Léon. Alors, mesdames et messieurs, le challenge du vendredi avec le STEP
assez originale, tout de même, cette musique, mesdames et messieurs, et qui accompagne l'équipe sur les steps. Alors, regardez, avec le coach Neymar, ici, voilà, avec ses mouvements, mesdames et messieurs. Alors, je vous laisse plutôt apprécier. J'espère que gis nga step bi nu mu demee maa ngi remercier ñëpp sama assistant yi maa ngi remercier ñëpp surtout waa 2DD di gërëm waa Kénkeliba waaw kontaan naa ci ñoom ñëpp ak waa RTS merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc tout. Merci au coach Neymar. Merci à tous ses collaborateurs. C'est terminé pour aujourd'hui. Alors, nous étions à Pékin tout au long de cette semaine avec ce travail. Évidemment, vous les avez vus, le circuit d'entraînement. Vous avez également vu avec surtout le cardio depuis le lundi jusqu'à maintenant. Mesdames et messieurs, il ne me reste qu'à vous dire très bon VSD à vous tous. Alors, le rendez-vous, Inch'Allah, ce sera lundi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, coach Tanda Khadia, pour la capsule gymnastique de ce matin. Et oui, on va sans doute reprendre ces exercices le week-end et ça va nous booster, j'en suis sûre, pour une nouvelle semaine de Kénkeliba. L'équipe est déjà bien installée. Merci beaucoup à Abdelaziz Ban qui assure aujourd'hui le service. D'abord, Badian Sarah, oui. C'est elle qui l'a demandé. Hein. On m'appelle aujourd'hui Badian Sarah. On est vendredi, donc voilà. Mais le moussour te va très bien. Merci. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien. Et toi? Ça va, tranquille. Bonjour Ban. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors, on va parler de quoi tout à l'heure dans ta chronique? De football avec le mondial U17, avec la France qui a éliminé le Sénégal. Beaucoup de regrets chez nos U17. Également parler du match Sénégal-Togo avec le Sénégal qui sera très attendu avec un extrait du gardien de but Edouard Mendy. Parler également de Ligue 1, de Ligue 2 avec le programme de la 5e journée. On va aussi parler de foot féminin avec l'honneur fait à la RTS, la dame... Je suis désolée. Ndedom Tchouf, qui a donc fait partie du jury des CAF Awards féminins 2023. Et également parler de Special Olympics avec le coach Tanda Khadia. C'est ça. Ce sera dans quelques instants le temps d'introduire ou de présenter nos deux invités qui nous accompagnent dans cette première partie de Kénkeliba. Et je laisse le soin à Sarah de nous les présenter. Absolument. Désolée, le nom, c'était pas pour toi. Je suis sur le plateau et je gère l'autre côté également. Je fais des signes un tout petit peu partout. C'est parti comme ça. Et la caméra m'a surpris ce matin. Mon cher Marfous, je suis désolée. Alors, pour terminer cette semaine, dans la première partie, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Moussa Assam Daf, l'excellentissime directeur de l'hôpital d'Al Aliam. C'est vrai, c'est un hôpital de référence niché dans la banlieue d'Akaraz à Guédiawaye, véritablement référence parce qu'il fait de belles choses au niveau de ce centre hospitalier. Et à ses côtés, il y a le docteur Camille Rambaud, qui est le président et fondateur de l'ONG Terre d'Ophtalmo. Il est lui-même chirurgien ophtalmologiste à Paris
Eh bien, en août dernier, un accord a été signé entre ces deux structures et dans la mise en œuvre justement à Dakar. Durant ce week-end, il y a des formations, des opérations chirurgicales également prévues. On fait le point sur toutes ces initiatives dans la première partie de cette émission. C'est donc une belle coopération entre ces deux structures sanitaires. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Eugenia Pisani, responsable de programme genre à l'Agence italienne pour la coopération au développement. Elle est diplômée en sciences économiques et sociales, experte en VBG, violence basée sur le genre. Et à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, elle vient sur ce plateau pour nous parler du lancement d'une campagne de prévention. Alors la campagne est lancée par l'Agence italienne de coopération, bien sûr, avec une vidéo dénommée « Chaque mot compte ». On va voir cette vidéo aujourd'hui sur ce plateau. Retenez également que cette campagne s'appuie également sur le colloque « Repenser ensemble » dont les conclusions nous intéressent également ce matin. Donc voilà le menu de la rubrique invité de ce vendredi. C'est ça, et nous aurons l'essentiel de ces conclusions justement dans la deuxième partie de Kenkeliba avec notre troisième invité. Bonjour, monsieur Sam Daf. Bonjour, madame. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, je vais bien. Vous prenez le Kenkeliba avec du sucre ou pas? Oui, un petit morceau de sucre. Oui. Et puis, ça me fera du bien. Exactement, un seul morceau. Bonjour, docteur Kamirambo. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Vous prenez avec du sucre ou pas? Non, merci. C'est bon. Alors, bienvenue à tous les deux sur le plateau de Kenkeliba. Et comme Sarah l'a annoncé, nous allons tout à l'heure parler de cette collaboration, de ce partenariat entre deux structures dont le but vise justement à améliorer la santé des populations. Ça vous intéresse sans doute, mais tout de suite, nous allons passer à la chronique sport de Abdulaziz Ban et c'est juste après ceci. Démarrons avec du football, le mondial U17. On reparle justement de ce match Sénégal-France. Que des regrets? Oui, beaucoup de regrets chez les Lionceaux qui ont manqué beaucoup d'occasions durant cette rencontre et ont été battus par la France par 5 tirs à 3, 0 buts partout. À l'issue des 82 minutes, nous allons donc poursuivre ces explications du coach Serigne Saliou Dia tout après le match. Je pense qu'il faut féliciter ces joueurs. Je ne dis pas encourager, mais féliciter aussi l'équipe de la France, voilà, qui mérite aussi de passer. Mais je pense que nous aussi, on mérite de passer. Si on voit l'ensemble du match, nous, on a mieux contrôlé le match. En première série, c'était très compliqué. On a abusé sur les longs ballons. Parce que la France, c'est une équipe qui avance. Donc maintenant, il nous fallait exploiter ces faiblesses qui étaient de jouer dans son dos. Et en deuxième temps, on les a dit de poser le ballon, de travailler plus avec le ballon. On s'est créé beaucoup d'occasions. On avait largement la possibilité de scorer. Mais là, malheureusement, on n'a pas été efficace. Mais encore une fois, je félicite ces gens qui ont montré encore une fois que leur attitude vraiment était exemplaire. Parce que c'est ça qu'on le dit tout le temps. Quand on joue en équipe nationale, l'attitude, personne ne doit vous condamner sur l'attitude. Maintenant, sur le plan sportif, encore une fois, penalty, c'est type de tout le monde peut rater. On a raté ces penalty, mais ça va laisser d'exemple pour le futur. Je pense que c'est des garçons qui ont un fort potentiel, des garçons qu'on verra, Inch'Allah, plutôt bientôt ailleurs. Je pense qu'ils sont tous déçus. Hein. Quand on voit qu'ils sont tous tombés, ils ont tous pris comme des fous, le jeune Amara, qui me disent que je veux jouer 20 minutes. Ça montre encore que ces jeunes avaient encore une fois pour eux. Et nous nous excusons aussi pour la qualité, oui. la qualité sonore de cet élément, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, donc c'est au niveau de la fédération. Donc toutes nos excuses pour la qualité sonore. Juste rappeler pour ce. C'est la fédération qui a tourné cette vidéo? Oui. Avec cette qualité de son? Oui, je pense que c'est avec la défaite. Parce que quand il y a défaite, il y a beaucoup de paramètres qui tournent autour. On a vu l'entraîneur pleurer, on a vu les joueurs également. Oui. Donc c'était difficile. Quand on domine un match comme ça, et puis se faire battre au finish, c'est assez compliqué. Oui, donc voilà, il y a tout qui est chamboulé, tout est à l'envers, tout est chamboulé. Oui. Donc je pense que c'est à cause de ça que la qualité sonore laisse à désirer. Il faudra encourager ces joueurs-là. Le Sénégal, on va revenir sur ça, à déposer un recours. Oui. Mais bon, il faut se préparer à rentrer au pays. Parce que déjà, quand on parle de disqualification, parce que la France a fait jouer un joueur qui a déjà disputé la CAN U17 avec le Niger. Donc, quand on disqualifie la France, c'est l'Ouzbékistan, le prochain adversaire de la France, qui doit se qualifier directement en demi-finale.
et attendre son adversaire en demi-finale. Mais aujourd'hui, quand on parle d'élimination, c'est là où la donne va changer. Si la France est éliminée, donc le Sénégal pourra rejouer un autre match pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. Mais actuellement, on parle de disqualification. Mais selon les dernières informations, la FIFA a tenu à rassurer la France sur ce problème-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a au niveau du football, toutes les informations, je pense que la France devrait être disqualifiée. Parce qu'on ne peut pas être... Cette légèreté ne devrait pas être... Voilà, surtout avec, il y a beaucoup de légèreté dans cette histoire. Pour un joueur qui a pu disputer la CAN U17 peut être aujourd'hui sélectionné pour disputer le mondial, jouer les 3 matchs et puis voilà, s'en sortir comme ça. Si la France s'en sort comme ça, donc on va arrêter nos navétanes. Parce que là-bas aussi, on se rappelle, ça nous rappelle les navétanes hein, avec les réserves, voilà, les évocations. Quand vous savez qu'un joueur n'a pas les bons papiers, vous ne portez pas de réserve. Quand vous portez réserve, on le retire. Comme la France a fait, il a retiré le joueur de la liste contre le Sénégal. Vous le laissez jouer et après vous faites une évocation et puis vous êtes sûr que ça va marcher. C'est ça. C'est ce qui est surprenant dans ce dossier, comment le staff de l'équipe nationale de France, de U17, a pu sélectionner un joueur, la direction technique, en connaissant les textes et en sachant évidemment que ce joueur-là pouvait poser problème et entraîner l'élimination carrément de l'équipe et le faire jouer. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas juste convoqué, ils l'ont fait jouer les 3 matchs. C'est un très bon joueur. Le Burkina aussi a porté plainte. Celle du Sénégal, la dénonciation vient se rajouter à celle du Burkina Faso. La FIFA doit trancher en étant objective. C'est ce que je pense. Objective. Maintenant, bon, les textes, je ne les maîtrise pas véritablement. C'est des soucis d'interprétation qui, à ce niveau-là, on ne sait pas comment ils vont le faire. Mais ce qui est et demeure, c'est que ils ont fauté. Ils ont fauté et donc, quand il y a faute, disqualifiés. Il faut sanctionner derrière. Ça aurait été une équipe, ça aurait été l'Angleterre contre la France ou bien notre équipe contre la France, ça aurait été... voilà, la donne allait changer. Parce que réellement, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire jouer un joueur si on sait aujourd'hui que ce joueur-là a déjà disputé. Et puis la FIFA interdit ça. Les textes sont clairs, il faut les appliquer. Absolument. Tout simplement. Moussa Samdaf, un petit commentaire rapide sur d'abord ce match Sénégal-France, le Sénégal U17 qui a été éliminé et toute cette polémique qui s'en est suivie autour de ce joueur français dont on parle justement. Ok, j'avoue que je n'ai pas suivi le match, obligation professionnelle. Oui. Voilà. Mais comme ça a été dit, que de regrets. Et je pense qu'à ce niveau du football, je ne pense pas qu'on puisse quand même tolérer ces genres de pratiques parce que quand même, je pense qu'on était à des années de lumière de ces pratiques-là et qu'aujourd'hui, là où on est par rapport au football mondial, ce sont des choses qui ne doivent pas prospérer, quel que soit par ailleurs l'adversaire. Voilà, je pense que voilà, c'est ça. Dans tous les cas, si tu permets à Adama, bon, que si la France est disqualifiée, ça ne sert pas... Ça ne change rien à notre sort. Ça ne change rien au sort du Sénégal. On rentre. Maintenant, s'ils sont éliminés, on pourrait éventuellement jouer un autre match. Mais on avait notre destin en main. On aura des si et seulement si. Oui, c'est ça. On avait notre destin en main. On aurait dû vraiment gagner ce match et éviter tout ça. Coutumier de cela. Tout à fait, si et seulement si. Oui, si on élimine, si on fait ceci. Je pense que bon, quand on domine l'équipe, il faut être efficace. Il faut gagner, c'est ça. Qui nous a manqué. Il n'y a pas eu cette efficacité-là. Nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Donc voilà, on se reprépare et puis bon, voilà, pour les prochaines échéances. C'est une belle génération. Oui, mais qui ne reviendra pas en U17. Malheureusement, parce que c'est ça. Pour les petites catégories, déjà un mondial, c'est une opportunité unique. Ensuite, 17 ans, c'est une fois, c'est pas 2 fois, 3 fois. Donc beaucoup d'entre eux ne pourront plus rejouer dans cette même catégorie-là. Du tout. Ils vont certainement disputer les U19 peut-être. Les U20, mais également les U23 pour permettre à cette sélection sénégalaise-là de pouvoir se bonifier et de gagner d'autres trophées. Déjà la prochaine CAN à l'horizon, il faut se préparer pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Absolument. Et docteur Camille Rambaud? Alors moi c'est pareil, je n'ai pas suivi le match et la polémique qui s'en est suivie, mais visiblement c'était un match très serré. Les tirs au but c'est toujours un hasard. C'est ça. Et donc voilà,
faudra voir comment se dénoue cette polémique par la suite. Oui. Parce que visiblement, c'est en cours encore et pas tout à fait fini. Exactement. Alors, on poursuit avec les éliminatoires du Mondial 2026. Le Sénégal, toujours, sera très attendu selon Edouard Mendy. Au Togo, le Sénégal a obtenu le point du nul, 0 but partout. Le Sénégal doit s'attendre à ce genre de match car il sera très attendu en tant que champion d'Afrique. C'est l'avis du gardien de but des Lions, Edouard Mendy, impérial lors de cette rencontre. Nous l'écoutons. C'était un gros match contre une grosse équipe. On sait très bien que voilà, le Togo, c'est une équipe qui pose beaucoup de difficultés avec des joueurs d'expérience et de beaux profils devant. Donc, on savait que ça allait être difficile. On est venu ici il y a 2 ans, presque jour pour jour. On a failli perdre sans un but de Habib dans le temps additionnel. Donc, on sait que c'est toujours compliqué de venir ici. Maintenant, on a eu les situations pour marquer. Ils ont eu aussi les situations pour marquer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait tourner le compteur. Au classement, on est premier et c'était un gros test avant la Coupe d'Afrique. Donc, on peut être satisfait de ce point parce que ça a été vraiment difficile contre une belle équipe et on avance et maintenant on se prépare vers la CAN. Oui, comme le reste de l'équipe, voilà, on travaille. Moi, c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu une année difficile. Donc, je savais qu'il me fallait un peu de temps pour revenir avec les meilleures sensations possibles. C'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui, que ce soit en club ou en sélection. Donc, je suis content du niveau affiché et je suis content d'aider l'équipe. Edouard Mendy qui a été phénoménal lors du match de Sénégal-Togo. Il faut saluer cette performance. Au Sénégal, on enterre vite nos sportifs. Parce qu'on s'est dit, il est parti en Arabie Saoudite, il a perdu beaucoup de son aura. Mais aujourd'hui, avec ce match-là, il nous a montré qu'il reste le gardien numéro 1 des Lions du Sénégal. Oui. Et puis le premier en Afrique. Parce que déjà, ces arrêts-là, en première période, il nous a sauvés. En seconde période également, il nous a sauvés. Donc, il faudra lui permettre de se bonifier pour la prochaine CAN, où on sera très attendu. Et Absolument. puis, voilà, il faudra conserver le titre. Oui, il faut s'accrocher au titre. Beaucoup voudront nous l'arracher, n'est-ce pas? Non, je ne dis rien. Bah oui, tu dis rien, c'est sûr. Pas de commentaires. Pas de commentaires aujourd'hui. Alors, on enchaîne avec le programme de la 5e journée de Ligue 1. Avec Tenguete Football Club ce samedi qui reçoit Dakar Sacré-Cœur. Et puis dimanche, on aura AS Pikine Djambar, le Casa Sport qui reçoit à Kolda l'Union Sportive de Gorée. Stade de Mbour contre Guédiawaye Football Club. Le Giraffe qui reçoit la Sonacos de Diourbel. Diamono de Fatick contre Linguère de Saint-Louis. Et puis Génération Foot qui joue contre l'Union Sportive de Ouakam. Il y a aussi le programme 5e journée, toujours, mais en Ligue 2. Tout à fait. Le samedi, on aura Demba Diop contre Niari Tali. Amitié FC va jouer contre Seneps. Renaissance Sportive de Yoff contre Kermadior. Dimanche, HLM contre Oslo. Agel de Rufisque joue contre Tenguete Football Club. AS Douane Ndiambour et Walidan qui reçoit le Dakar Université Club. À présent, en foot féminin, Ndeydom Diouf de la RTS est au jury des CAF Awards féminins 2023. Une très belle nouvelle quand même. Et la journaliste Ndeydom Diouf, rédactrice en chef du département information sport du journal Parler de Radio Sénégal, a été choisie comme membre du jury des CAF Awards féminins, une belle consécration pour la journaliste qui s'est toujours battue pour le développement du football féminin. Nous l'écoutons, elle était sur le plateau de Midi Mag sur la RTS. Oui. Avec beaucoup de joie, mais également avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quand même une fierté pour le pays, vu la réaction qu'il y a eu, que tous les appels, tous les messages que j'ai reçus, après cette intégration au niveau du jury des CAF Awards féminins, ça montre que les Sénégalais suivent et que le football féminin commence davantage à les intéresser. Et donc, pour moi, c'est beaucoup de joie, mais également beaucoup d'humilité, parce que peut-être, comme on le dit en Wolof, d'autres également auraient pu être à ma place, mais j'ai été choisi. Et ça, j'en remercie le bon Dieu et je prends ça avec vraiment beaucoup d'humilité. Absolument. Pour le Sénégal tout entier, je parlais des réactions et des messages, des appels que j'ai reçus. Et ça m'a surpris agréablement parce que je ne m'y attendais pas, franchement. Et donc, je me dis c'est une fierté parce que en Afrique, au niveau de ces CAF Awards, c'est quelque part une reconnaissance par rapport au développement de la discipline. Si on prend les journalistes que nous sommes, parce que nous sommes des observateurs.
au niveau de cette discipline, au niveau de ce milieu. Et donc, si on reconnaît notre compétence jusqu'à nous intégrer à ce niveau, quelque part, je me dis, c'est une reconnaissance pour la profession, pour la gente féminine, parce que c'est quand même important. Il n'y a pas que les femmes qui suivent le football féminin. Donc, si on prend les femmes, quelque part, c'est une reconnaissance et ça permet également à d'autres de se dire que c'est possible et que les femmes ont leur voix à faire entendre dans ce milieu. Et donc, ça encourage les petites filles qui viennent après nous, les jeunes dames qui viennent après nous et qui partagent ce milieu et qui se disent qu'elles peuvent davantage s'intéresser à cette discipline. Et quelque part aussi, ça va être une promotion du football féminin qui en a encore besoin. Aujourd'hui, il est de plus en plus visible, mais il y a encore du travail à faire pour le rendre encore plus dans le quotidien des Sénégalais, des Africains de manière générale. Et donc, les médias ont un rôle absolument capital à jouer pour permettre à ce segment du football d'atteindre un certain niveau au niveau local, au niveau continental, mais également au niveau mondial. Une très belle reconnaissance pour notre consoeur de Radio Sénégal, Ndeye Ndom Tout à fait, c'est mérité. Ndeye qu'on a toujours eu à écouter. Elle a démarré par Sud FM, ensuite la RTS avec Tchakhabal, démarré avec Tchakhabal, et puis tous les jours, elle se bat pour que le football féminin aille de l'avant. Absolument. Donc, elle a une émission au niveau de la 2 qui parle de football féminin. Donc, aujourd'hui, c'est une belle consécration et félicitations à Ndeye Ndom que c'est mérité. Sarah? Oui, ce que j'allais dire, c'est encore une fois félicitations à Ndeye Ndom. C'est une fierté pour toute la RTS. Tu l'as rappelé, c'est l'une des pionnières. Quand on parle de foot féminin, de journalistes dans le foot féminin, eh bien, au début, imaginez-vous, il n'y en avait pas beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, mais ce n'était pas le cas avant. Donc, c'est vraiment parmi les pionnières. Exactement, en tant que reporter sportif, c'est l'une des premières. Elle a tenu bon. C'est pour ça que d'autres ont pu suivre cet exemple-là et sont aujourd'hui également journalistes sportifs. Ce que je voudrais dire également, c'est que c'est bien de voir que le foot féminin sur le continent africain avance. Les belles performances de notre équipe nationale de foot, ça fait plaisir également. Félicitations au coach, Mamous Cissé, qui est lui-même en compétition pour, c'est ça, non, en lice pour le prix du meilleur entraîneur de cette année 2023. Donc, on a d'autres joueuses autant pour moi également en compétition. Donc vraiment, c'est une belle consécration pour elle. Félicitations à elle et c'est une bonne nouvelle. Au Cameroun, absolument, pour la CAN 2022 remportée par le Sénégal, on était ensemble avec Ndeye Ndom, donc bravo et bravo encore. C'est ça. C'est une distinction, une consécration méritée pour tout le travail qu'elle a abattu et continue d'abattre justement pour promouvoir le football féminin. Alors, on termine avec Spécial Olympique, ce qui a célébré la Journée mondiale de l'enfant. C'est à travers les jeunes sportifs déficients intellectuels sous le thème pour chaque enfant, tous ses droits. 30 jeunes sportifs déficients sont venus des régions, des inspections d'académie de Guédiawaye, de Pikine, mais également de Kolda. Suivons ce reportage signé Jacob Ndir et Tanda Ndiaye. Le fitness, une gymnastique aérobique, rythmique, mais aussi très tonique. Une gymnastique avec son volet ludique, une épreuve aérobique par excellence lorsque le cardio s'emballe, ce que ça donne. En prélude à cette cérémonie d'ouverture, une cérémonie qui a réuni beaucoup de monde, présidée par Madame Sylvia Danaïlo, la représentante résidente de l'UNICEF à Dakar, un discours qui a retenu l'attention. Les inspecteurs d'académie de Pikine, Guédiawaye, de Kolda, avec des enfants au nombre de 100 handicapés. Du côté des autorités du Spécial Olympique Sénégal, on a magnifié le partenariat avec l'engagement surtout de ce grand partenaire. Le représentant des athlètes déficients intellectuels, mais aussi celui des parents des enfants, se sont prononcés. L'un des temps forts au fitness géant, la participation remarquée des enfants, des familles, mais aussi des membres du conseil d'administration du Spécial Olympique Sénégal, avec
des ateliers, mais aussi des manuels et des ateliers artistiques. Alors, c'en est tout ban. Oui, c'en est tout et souhaiter bonne chance à l'équipe de la RTS qui participe demain au tournoi du numérique. Voilà, avec Sénégal numérique. Sénégal numérique. C'est un tournoi de foot ou c'est un tournoi de football. Vous êtes entraîné hier. Pas très optimiste. Pas très optimiste. On a fait un très bon match hier entre grands et petits. Mais on gagne jamais. Mais cette fois-ci, ça va changer. On joue contre qui? On joue contre Sénégal numérique. Il y a Sénégal numérique. On va jouer 3 matchs à partir de 15h. Malheureusement, Hassan Diop ne fait pas partie de l'équipe. Hassan Diop, d'accord, oui. Il était à Ziguinchor, il a joué 50 matchs là-bas, il a marqué un seul but. Donc lui, c'est éliminé, il est out. C'est une bonne chance donc à l'équipe de la RTS. Bon, on va souhaiter bonne chance tout en sachant que sur nos derniers matchs, on n'a rien fait de bon. Et surtout remercier le directeur général, Racine Talla, qui nous a permis également de participer à ce tournoi. Oui, faites-nous honneur, s'il vous plaît. Inch'Allah. Pour cette fois. Je vous défie après ce tournoi. Ah oui, un défi en direct. Étant donné que le directeur est de la zone, maire de Ouakhinane, l'hôpital de l'Al-Djam défie directement la RTS. Ce sera à Sadniarem ou bien... Où vous voudrez. Ils sont sûrs on va venir les battre au niveau de Guédiawaye. Ils sont sûrs de... Et tu prends l'engagement en direct en Est-ce que les médecins ne jouent pas mieux que les journalistes? Non, les journalistes jouent mieux que les médecins. Ah bah écoute, jusque-là, on verra bien. Vous êtes d'accord? Les journalistes jouent mieux que les médecins. Les médecins aussi, ils savent quand même faire des fautes sur le terrain, n'est-ce pas? Défendez-vous. Il vient de dire qu'on a perdu contre la fac de médecine. Et là, c'est des médecins confirmés. Un but partout, perdu au tir au but, donc c'est comme le Sénégal. Partie remise. J'espère qu'ils n'ont pas fait jouer aussi quelqu'un qui ne devait pas être. Voilà, je pense qu'ils ont pris des joueurs de l'INSEPS pour les intégrer dans l'équipe. C'est de bonne guerre. En tout cas, prenez des bonnes notes. Dans le Djam vous défie. Ah oui. Je crois que le DG Racine Talla nous regarde ce matin. Enfin, il regarde presque tous les jours. Donc, Ban, l'engagement est pris, tu transmets. Le défi est relevé. Le défi sera relevé. Très bien. Il y a juste à confirmer la date. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Abdelaziz Ban, pour toutes ces actualités des sports. À 7h passées 2-3 minutes, c'est l'heure de recevoir nos 2 invités qui nous accompagnent dans cette première partie. Et c'est juste après ceci avec la régie. Alors, nous allons recevoir ce matin, en même temps, Moussa Samdaf, qui est directeur du centre hospitalier d'Al-Djam, et docteur Camille Rambo, président et fondateur de l'ONG Terre d'Ophtalmo. Absolument. C'est vrai que généralement, les vendredis, on reçoit des artistes et on parle d'art sur la matinale, mais je crois que la médecine aussi, quelque part, c'est de l'art, véritablement. Surtout quand on est chirurgien, il faut peut-être un côté artistique, je ne sais pas, vous me direz, docteur Rambo. C'est ça, c'est l'art médical tout simplement. Et je sais aussi que généralement, Moussa Samdaf, on vous appelle docteur, même si véritablement, vous êtes le directeur de l'hôpital d'Al-Djam, mais bon, c'est peut-être un abus de langage, mais c'est pas plus mal. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce matin. Comment est née la coopération ou l'idée de coopération entre vos 2 structures, docteur Moussa Samdaf? Oui, dans l'Al-Djam, nous avons simplement pris le pari d'en faire un hôpital de référence. Et quand on parle de référence, il faut chercher des compétences. Et donc, c'est dans le cadre d'un partenariat déjà que nous avions avec la ville de Mantes-la-Jolie et plus précisément l'hôpital François Keyné, le centre hospitalier intercommunal Molan-les-Mureaux. Et nous avons pu, chemin faisant, rencontrer Terre d'Ophtalmo, notamment Camille et puis Pierre Kéromès, avec qui nous avons discuté. Et il se trouve que c'est de brillants chirurgiens en ophtalmologie. Et nous, à l'époque, notre service d'ophtalmologie peinait à décoller. On ne faisait que des consultations, peut-être d'autres examens exploratoires, mais pas d'intervention chirurgicale. Et donc, c'est comme ça qu'on a véritablement noué cette relation et nous leur avons dit, bon, écoutez, venez à Dakar, on verra avec notre équipe sur place qu'est-ce qu'on peut faire pour faire décoller effectivement l'activité chirurgicale. Et donc, c'est comme ça qu'on a rêvé ensemble. On a pu réaliser ce rêve au mois d'août dernier. Ils sont venus et avec nos équipes,
non seulement il y a eu de la formation, mais ils ont pu opérer en 48 heures 30 patients sur une technique appelée technique de phacoémulsification, ce qu'on fait de plus pointu en matière d'intervention de cataracte. Et donc, c'est comme ça que ça a été lancé. Et aujourd'hui, nos équipes le font. Et cette mission, maintenant, peut-être on y reviendra tout à l'heure, et on va encore mettre la barre plus haut en faisant la chirurgie des parties molles, notamment la chirurgie de la rétine. Très bien. Et avant de revenir en détail sur tout ça, Dr Imbo, l'ONG Terre d'Ophtalmo, est-ce que vous pouvez nous la présenter un tout petit peu, surtout pour nos téléspectateurs qui ne la connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, c'est une ONG qu'on a créée il y a quelques années, il y a maintenant 6 ans, avec un groupe de collègues et amis. Et donc, notre objectif, c'est d'aller accompagner nos partenaires vers l'acquisition de compétences. Et donc, on va s'adapter à chacun des partenaires avec lesquels on travaille. Donc là, notre force est de pouvoir projeter des experts en ophtalmologie dans chacun des domaines, chaque chirurgie qui est possible de faire. L'œil, c'est tout petit, mais il y a beaucoup de chirurgies possibles, avec beaucoup de surspécialités. Et donc, on a la capacité de projeter des experts pour aller aider à l'acquisition des compétences pour l'intérêt du bien général, quoi. Ce partenariat, c'est une première pour votre ONG? Alors, on a déjà des partenariats on agit déjà aux Comores et à Madagascar. On était aussi un peu au Maroc, on n'y va plus là. Et donc, au Sénégal, c'est très particulier puisque c'est vraiment une rencontre avec Monsieur Daf par l'intermédiaire de Thiam Saïdou, que je salue, et donc, on a pu voir tout le travail qui avait été effectué à Dalal Jamm. On a tout de suite été admiratifs de ce travail, de cet hôpital qui est maintenant une référence, mais qui est sorti de terre il y a quelques années. Et donc, on s'est dit que ça serait vraiment intéressant d'aller accompagner à la structuration du service d'ophtalmologie et au développement de l'activité chirurgicale ophtalmologique. Donc, M. Daf parlait des chirurgies de cataracte qu'on a fait en août. Et là, effectivement, cette fois-ci, on va faire des chirurgies de rétine, qui sont vraiment des chirurgies de pointe, une surexpertise, et on va travailler main dans la main avec nos confrères du service d'ophtalmologie de Dalal Jamm. Oui. Et quelles sont les grandes lignes de cet accord qui vous lie aujourd'hui? Transfert de compétences, échange de médecins, quelles sont les grandes lignes de cet accord-là? Oui, les grandes lignes, c'est effectivement le transfert de compétences, la formation, pouvoir faire des interventions ensemble, permettre à nos praticiens également de se rendre de l'autre côté de l'Hexagone pour voir également les réalités et acquérir certainement d'autres compétences. Et puis, il y a également le don de matériel, hein, et tout cela appuyé également, parce que, en fait, cette coopération-là, c'est vrai qu'il y a Terre d'Ophtalmo, mais c'est un ensemble d'acteurs, hein. Il y a d'autres, comme le maire de Mantes-la-Jolie, aujourd'hui, qui a discuté avec eux et qui est prêt également à appuyer ce type de coopération. Parce que vous savez, souvent, avec les billets d'avion, il y a des charges autour de cette coopération-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, Dalal Jamm supporte une grande partie, mais le retour sur investissement est très visible parce que véritablement, c'est des concitoyens, c'est des parents, c'est des amis, c'est des Sénégalais en réalité qui bénéficient de ces formations. Technique, très pointue qu'ils ne pouvaient pas avoir peut-être très facilement au niveau du Sénégal. Et je pense qu'avec cette multiplicité d'acteurs autour de cette coopération, nous pourrons arriver à véritablement la rendre pérenne et permettre à ce que nos amis viennent assez souvent avec différentes spécialités pour pouvoir appuyer le service d'ophtalmologie. Mais bien entendu, on n'était pas également dans un terrain où il n'y avait absolument rien. Il y avait également quelque chose. Et c'est le lieu de féliciter également notre équipe qui, en réalité, depuis l'ouverture de l'hôpital, se démène pour pouvoir rendre service aux Sénégalais. Mais quand on franchit, et quand on parle de référence, il faut aller vers ce qui est plus pointu et vers ce qui est le plus recherché. Et véritablement le faire avec des coûts très accessibles pour les populations. C'est ça. Alors, aujourd'hui, disons que l'accord a été signé déjà en août. Il y a eu une première étape.
aujourd'hui, on peut dire qu'on est à la deuxième étape dans la mise en œuvre de cet accord. Combien de médecins ou combien d'agents de santé vont être formés dans cette nouvelle mise en œuvre? Et puis véritablement, parlez-nous également de ces opérations chirurgicales qui vont avoir lieu. Il y a une vingtaine d'agents qui vont être formés, c'est-à-dire que le chef de service, bien entendu, participera à la formation en rapport avec nos amis, mais il y a des médecins aujourd'hui qui sont en formation et même des gens qui, en réalité, sont en stage chez nous et venant de l'université. Donc, ils profitent de leur séjour au niveau de l'hôpital Dalal Jamm pour bénéficier de ce type de formation. Bien entendu, il y a le personnel paramédical aussi. Une chose est d'opérer, mais une autre chose est de faire les soins. C'est donc, ça. Le personnel paramédical également sera véritablement formé. Docteur Rambaud, combien de médecins français sont là aujourd'hui pour accompagner l'hôpital Dalal Jamm et notamment le service d'ophtalmologie dans le cadre de ces formations? Alors là, on est venu, nous sommes 4, et il y a 2 médecins et 2 infirmiers. Et donc je rebondis sur ce qu'on disait juste avant. C'est vraiment un accompagnement, mais c'est aussi un travail main dans la main avec nos équipes. Je salue le professeur Ndoye, qui est chef de service, et son homologue, professeur Ndiaye. Donc il y a une équipe qui est à Dalal Jamm, qui est jeune, dynamique, qui est extrêmement forte. Et donc on les accompagne pour la structuration du service. C'est ça. Donc c'est pas réellement de la formation, c'est plutôt un échange. On apprend aussi beaucoup. Ce sont des échanges Donc là, quand on est venu en août, c'était très intéressant. On a pu se rencontrer les équipes. On a créé des groupes WhatsApp et depuis on échange sur des cas régulièrement. Enfin, c'est vraiment une belle rencontre et on est ravis de revenir aujourd'hui pour retravailler avec nos confrères de Dalal Jamm. Vous avez répondu un tout petit peu à ma prochaine question. Je vais savoir comment est-ce que vous trouvez, au niveau de l'organisation, de la structuration, ce service d'ophtalmologie à l'hôpital Dalal Jamm, qui, encore une fois, pour nous, est une référence. Hein. Oui. C'est une référence, c'est clairement une référence. Moi, c'est à la fois en termes humains, il y a une équipe qui est fabuleuse. Et l'hôpital, il faut aller voir. Hein. J'espère que les gens n'iront pas le voir, mais c'est un hôpital qui est fabuleux, qui est vraiment une très belle structure hospitalière, qui a la carrure d'une structure nationale et d'être une référence au Sénégal. Donc nous, c'est un plaisir de pouvoir évoluer dans cet univers et puis d'accompagner nos collègues pour ce beau projet. Et les perspectives qui se dessinent déjà par rapport à cette coopération entre ces deux entités. Après ça, j'imagine qu'il y a évidemment d'autres étapes qui vont arriver. Oui, effectivement. Effectivement, tout dépend de la demande de nos praticiens et de la demande des populations. Ouais. Parce qu'en réalité, nous sommes là pour répondre aux besoins des populations. Technique de phacoémulsification au mois d'août, chirurgie de la rétine ce mois-ci, et en fonction maintenant des besoins de nos praticiens et de la demande des populations, on essaiera de voir exactement quelle orientation donner ou quelle autre activité on devra faire. Mais ce qui est clair, c'est que nos équipes sont constamment connectées entre elles, c'est-à-dire l'équipe de Dalal Jamm plus Terre d'Ophtalmo, et il y a même un autre service qui se trouve actuellement au niveau de l'hôpital François Kéné de Mantes-la-Jolie, qu'on veut mettre dans la boucle avec le docteur Samir Abada. C'est pour vous dire que c'est toute une dynamique qu'on veut créer autour de cette activité d'ophtalmologie. Et donc, les perspectives sont bonnes, elles sont prometteuses. Et comme je vous ai dit, la recherche de l'excellence nous amènera partout où les compétences seront. Docteur, oui, vas-y. Adama, ce sera ma dernière question. Ensuite, je laisserai Adama et Ban réagir également sur le sujet. Généralement, dans ce genre de coopération, on s'attend à ce que ce soit gagnant-gagnant. Qu'est-ce que nos services d'ophtalmologie peuvent également offrir? Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de cet accord? Est-ce que nos médecins vont aller également en France ou bien ce sera toujours dans l'autre sens? Comment équilibrer? Non, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Je dois dire que quand les équipes de Paris sont là, on est aussi dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Ici, nous sommes dans un pays tropical. Peut-être qu'ils voient également d'autres types de pathologies qu'on ne voit pas suffisamment en Europe. Et là, nos équipes, effectivement, leur montreront comment
face à une telle pathologie, on les prend en charge ici dans nos types de pays. Oui. Et voilà, il vous a dit tout à l'heure qu'ils sont à Madagascar et puis aux Comores. Là, on est en Afrique de l'Ouest. Certainement, je dis bien certainement, ils sont en train de découvrir également des choses. Souvent, face à un déficit d'équipement, comment les gens se réagissent et se débrouillent pour prendre en charge. Heureusement, aujourd'hui, et ça, il faut le constater pour s'en féliciter, que l'État du Sénégal est en train de faire d'importants investissements dans le secteur de la santé, particulièrement dans le secteur hospitalier. Et aujourd'hui, je dois le dire, l'hôpital d'Al Diam, en tout cas, n'a rien à envier à certains hôpitaux aujourd'hui qu'on a pu visiter et en France et un peu partout, peut-être même en Italie. Et donc, il n'y a pas de quoi rougir. Effectivement, notre pays est sur la bonne voie. Heureusement. Hein. Alors, les opérations ou les interventions ont sans doute démarré hier. Hein? Alors, ça va commencer aujourd'hui, juste après. On est le 24 aujourd'hui, c'est pas le 23, non? On est arrivé hier soir. Ils sont arrivés hier soir. Donc, ça démarre aujourd'hui. Voilà, ce matin. Voilà, pour combien vous avez tout à l'heure parlé de besoins de la population sénégalaise. Est-ce que pour cette chirurgie de pointe que vous allez appliquer, la chirurgie de la rétine surtout, est-ce qu'on a évalué les besoins déjà? Est-ce que c'est une pathologie qui est très présente au Sénégal ou on en voit juste des cas assez rares? C'est une question qui est adressée à vous deux. Je me permets de répondre. La cataracte reste la première cause de cécité dans le monde, la chirurgie la plus pratiquée au monde. Hein. Aujourd'hui, c'est loin devant toutes les autres chirurgies, même de orthopédique. La cataracte, c'est la chirurgie la plus pratiquée. Donc c'est le plus gros besoin aujourd'hui, quelle que soit la région du monde. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'à Al Diam, la dynamique, c'est de créer une structure de référence nationale. Et la cataracte, certes, donc on va faire des cataractes également, mais il faut aussi pouvoir aller faire des chirurgies plus pointues pour avoir accès à l'ensemble du panel des pathologies ophtalmologiques. Donc cette fois-ci, on va développer la chirurgie de rétine. Et ce qu'on souhaite, c'est la prochaine fois faire des chirurgies également de cornée. Donc c'est la face avant de l'œil. Aujourd'hui, c'est la face arrière de l'œil. Encore une fois, c'est une toute petite structure, mais il y a beaucoup de chirurgies différentes. Et donc je pense que pour être une structure de référence et pour le rester, il faut effectivement aller chercher d'autres chirurgies que simplement la cataracte. Et M. Dave disait, effectivement, le matériel et les équipements disponibles à Al Diam sont des équipements de pointe et qui n'existent pas dans beaucoup d'hôpitaux qu'on peut voir en France ou ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment un équipement de pointe et c'est fabuleux de pouvoir travailler avec ça aujourd'hui. C'est ça. Et pour combien de patients au total? Bon, au total, je pense qu'il y a des patients qui ont été préparés, en tout cas pour la chirurgie de la rétine, parce que c'est une chirurgie très complexe. Ils ont prévu d'en faire 5 à 7. Ça, c'est parce qu'ils vont rester juste 48 heures. Et il y a également la technique de phacoémulsification également, de chirurgie de la cataracte qu'ils vont faire. Mais également, il y a de la formation. Il y a de la formation, il y a de l'échange avec les praticiens. Une formation théorique, mais également une formation pratique durant les interventions chirurgicales. C'est ça. Est-ce que c'est un service qui est très fréquenté? On sait qu'on n'a pas l'habitude d'aller consulter les ophtalmos. Il faut vraiment que ce soit grave pour qu'on y aille. Quand c'est un peu rouge, d'ailleurs, on va directement chez le pharmacien pour trouver une solution. Mais il faut vraiment qu'on commence à perdre un tout petit peu la vue ou voir la cataracte arriver pour aller consulter un ophtalmo. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut aller se faire consulter et puis voir un spécialiste qui vous donne les produits véritablement dédiés, dédiés à la pathologie. Sinon, c'est de l'automédication et ça peut avoir des conséquences fâcheuses sur le reste de l'homme. Ce qu'on fait assez souvent. J'adresse la question au docteur Rimbaud également. Peut-être de petits conseils pour nos yeux, puisque vous êtes chirurgien ophtalmologiste. On va en profiter pour préserver nos yeux assez longtemps, même si on sait qu'en vieillissant, forcément, de manière assez naturelle, on perd un tout petit peu, un peu de tout et de la vue aussi. Alors il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire sur ce sujet, mais c'est vrai qu'une première chose, c'est que même si on n'a aucun symptôme, même si tout va bien, il faut aller régulièrement voir l'ophtalmologiste. Ce qui est recommandé pour les adultes, c'est d'y aller au moins tous les 3-4 ans. Parce qu'il y a des pathologies silencieuses qui peuvent évoluer, et notamment le glaucome, qui est une pathologie fréquente,
qui est un petit peu plus fréquente en Afrique de l'Ouest que dans le reste du monde. Et héréditaire d'ailleurs. Une partie est héréditaire, effectivement. Donc le glaucome, c'est une pathologie silencieuse, totalement asymptomatique. Et alors, il n'y a pas que ça. Hein. Et après, au quotidien, ce qui va surtout gêner les gens, c'est la sécheresse oculaire. Vous parliez d'œil rouge. On a tous tendance aujourd'hui de plus en plus à faire beaucoup d'écrans. On cligne moins des yeux. Ce clignement ralenti va entraîner une sécheresse oculaire, les yeux qui peuvent être un peu rougeoyants. Et donc la sécheresse des yeux peut se traiter un petit peu mieux qu'avec juste des gouttes prescrites en automédication. Donc voilà. Après, vous n'avez jamais consulté d'ophtalmologie parce que vous êtes jeune. Et effectivement, il y a aussi la presbytie qui arrive à passer un certain âge. Donc de toute façon, tout le monde va avoir tendance à aller chez l'ophtalmologiste vers 45-50 ans. Donc voilà. Mais il faut quand même consulter régulièrement, effectivement. C'est ça. Oui. Les écrans, il en a parlé. Hein, donc. Je crois qu'il y a des études là-dessus, non, pour dire que ça a des incidences sur la vue, surtout pour les enfants, si on les expose beaucoup trop tôt. Exactement, c'est un sujet très intéressant. Il faut savoir que les prévisions montrent qu'en 2050, 1 humain sur 2 sera myope. C'est énorme. 1 humain sur 2 sera myope, avec 10% de la population mondiale qui sera myope forte. Et donc les écrans, le fait de mettre les enfants devant les écrans, c'est un facteur de risque d'aggravation, de progression de la myopie, premier aspect. Et aussi l'exposition à la lumière, il faut exposer nos enfants à la lumière du jour pour pouvoir ralentir l'évolution myopique. Donc les écrans, c'est pas uniquement théorique, c'est vrai que ça a un impact sur le développement visuel des enfants et ça peut faire progresser la myopie. Les lunettes de soleil, c'est important tous les jours quand on est dehors? Oui, alors les lunettes, quelles que soient les lunettes, solaires ou non solaires, vont avoir un filtre anti-UV. Les UV sont toxiques pour la rétine. Et même les verres neutres, hein, sans teinte, ont des filtres anti-UV. Mais les verres solaires doivent être portés pour protéger la rétine des rayons nocifs. Et quand on sent qu'on est gêné par le soleil, plutôt que de froncer les sourcils, il vaut mieux mettre des lunettes de soleil. C'est ça. Et éviter surtout les lunettes que l'on achète un petit peu partout, là, à des prix... c'est mieux que rien, non? Absolument à éviter. Non, ça fait rien. Absolument à éviter. C'est pire que rien? C'est pire que rien parce que les lunettes qui sont à bas prix, en fait, n'ont pas de filtre anti-UV. Donc vous avez une perte... Vous êtes protégé de la luminosité et de la gêne liée au soleil. Donc vous ouvrez plus grand les yeux, mais les UV, du coup, rentrent plus, puisque vous n'avez pas de filtre anti-UV. Donc il faut prendre des lunettes de soleil avec un bon marquage, avec des normes qui sont respectées. Ça peut avoir deux petites minutes, Adama, ou pas, non? Alors, là, on est rattrapé par le temps. Très serré aujourd'hui. Sur le timing, Ban et moi, on peut se partager une minute ou pas, s'il te plaît? D'accord. Ban, vas-y d'abord. Non, moi j'allais justement demander à M. Moussadaf, finalement, le succès de l'hôpital d'Al Aldiam. Qu'est-ce qui fait le succès de cet hôpital? C'est quoi le secret? C'était ta question aussi. Très bien, voilà. On se retrouve dans la banlieue et tout ça, véritablement. C'est le fait d'y croire, c'est le fait d'avoir de l'ambition, c'est le fait d'être accompagné par des équipes véritablement très dynamiques, mais également c'est une vision. Aujourd'hui, il y a un aspect très important qui est un peu mis, en fait, que nous avons valorisé, c'est la coopération internationale. Aujourd'hui, et ça, c'est le lieu de féliciter notre ami Seydou Thiam, que j'ai pu décrocher à partir de la France, utiliser son carnet d'adresses. Et aujourd'hui, ça, c'est un aspect de la coopération internationale d'ophtalmologie. Mais il y a beaucoup de projets comme ça au niveau de l'hôpital. Vous allez en cardiologie, l'unité de réadaptation cardiaque, nous sommes en partenariat également avec un autre hôpital en France. Si vous allez au niveau de la médecine interne, la prise en charge de la douleur, ce n'était pas quelque chose de fréquent dans notre pays, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité avec même un diplôme universitaire qui va démarrer très bientôt. Vous allez au niveau de la dialyse, au niveau de la néphrologie également. Nous avons signé une convention avec la mutuelle générale en néphrologie, l'établissement de soins et de réadaptation qui est également en France. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de petits projets comme ça qui aident à renforcer déjà les compétences de l'hôpital, mais qui véritablement répondent aux besoins des populations. Donc véritablement, l'hôpital d'Al Aldiam, c'est une vision. Vous avez entendu parler le ministre d'un hôpital de niveau 4. Nous, on est déjà on se met dans cette dynamique-là. C'est-à-dire le niveau 4, c'est là où on fait les soins les plus pointus. Donc on est dans cette dynamique-là en attendant véritablement de
voilà, que ce soit une réalité. Absolument. Et nous venons de finaliser notre plan stratégique qu'on appelle habituellement projet d'établissement sur les 5 ans à venir. On sait exactement qu'est-ce qu'il y a à faire, quel équipement il faut acheter, quel personnel il faut recruter, mais également quel service il faut ouvrir. Donc on est dans la perspective. C'est ça. Merci beaucoup, Moussa Sam Daf. Oui, très fréquenté. Vous passez là-bas. De plus en plus, oui. Avec la fermeture de Dantec. C'est ça. Oui, les services délocalisés. Vous avez hérité de exactement. Il y a 8 services actuellement que nous avons récupérés. C'est ça. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Merci, docteur Camille Rambaud. La petite pause, le temps de suivre le clip du jour et on revient pour la suite. C'est l'heure des infos, le bulletin que nous allons tout de suite suivre. Mais nous allons une fois de plus remercier nos 2 invités qui nous ont accompagnés ce matin, Moussa Sam Daf et docteur Camille Rambaud. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir reçus. C'est ça. Bonne continuation à tout le personnel de l'hôpital de l'Al-Diam et bonne continuation à vous également. Le rendez-vous est donné pour le match. Oui, le match, bien sûr. Pour le match. Venez avec vos caméras pour filmer votre défaite. Ça s'annonce compliqué pour vous. Ça s'annonce compliqué pour la RF quand même. Si on perd, il faut mesurer les enjeux. Non, il faut soyez un petit peu indulgents. Bon, ok, d'accord. Oui. Je vais être double buteur. Merci beaucoup. Signé grec. Merci. C'est important aussi, Signé. Merci d'avoir été avec nous et vous allez céder votre place à l'autre invité, notre 3e invité ce vendredi, et Laura aussi, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour sa chronique culture. Ce sera après les infos. On se retrouve juste après. Dans le temps de l'action, silence autour des lambris dorés du palais de la République est accueillante. L'accueil de 2 premières dames qui partagent le goût de la création artistique. La première dame, Mariam Sall, en compagnie de son hôte roumaine, offre à nos stylistes, artisans et autres bijoutiers un plateau d'excellence pour valoriser le Made in Sénégal. L'élégance de la première dame, Mariam Sall, dans son style raffiné, se marie à la richesse d'une culture sénégalaise qui épouse la diversité de l'art. L'art dont Sénégal si beau que la première dame de la Roumanie est tombée sous le charme. Elle est très attentive aux explications sur les origines et modes d'emploi des différentes facettes d'une culture sénégalaise que Madame Mariam Sall valorise à travers cette activité à laquelle prennent part également les épouses d'ambassadeurs accrédités à Dakar. Une belle vitrine pour nos artisans et autres créatrices. C'est aussi le reflet d'une page d'histoire, la reconstitution des anciens royaumes à travers des tenues traditionnelles qui font sortir toute la noblesse et l'authenticité des anciens rois et reines dont leurs hauts faits d'armes ont traversé plusieurs générations. Le wouré, un jeu traditionnel bien de chez nous, jadis très prisé de nos mamans et grand-mères, côtoie l'arsenal de séduction de la femme sénégalaise. Et comment passer à côté de cette fumée à la senteur délicieuse qui s'échappe de cette table d'exposition, l'encens. À la fin de l'exposition, le président Macky Sall et son homologue roumain rejoignent leurs distinguées épouses à la salle des banquets. Ils font le tour des stands avant de poser pour la postérité. Et c'était le bulletin d'information. Merci beaucoup à la régie. Merci également à la rédaction
du journal télévisé. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 7 heures passées de 37 minutes et on va enchaîner avec la seconde partie de cette matinale. Et merci aussi à ceux qui nous suivent depuis 6h30 sur la RTS, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et je le rappelle, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. La chronique culture avec Laura qui nous a rejoint sur le plateau, ainsi que notre troisième invité que nous allons tout à l'heure présenter alors. Et Laura, d'abord bonjour et bienvenue. Tu nous parles d'abord du festival Dakar Court, de retour pour sa 6e édition, c'est ça? Tout à fait, c'est le festival donc, de court-métrage de Dakar qui est de retour. Donc effectivement, cette année, ce sera la 6e édition. Ça se tiendra du 11 au 16 décembre entre l'Institut français, le Musée des civilisations noires et une semaine de formation qui va précéder le festival pour des journalistes, pour qu'ils apprennent la critique cinématographique, mais aussi pour des futurs acteurs, réalisateurs et autres personnalités du cinéma qui seront en formation aussi avec des professionnels. Donc cette année, l'hommage, c'est l'hommage aux pionnières. C'est donc le thème qui a été retenu pour cette année, c'est-à-dire que l'idée cette année va être de pouvoir rendre hommage aux femmes du cinéma, aux femmes qui ont eu justement un impact dans le cinéma. Et l'équipe d'ailleurs de l'organisation du festival est majoritairement féminine. Hein. Donc elle est portée par Molly Khan de Cinémarec. Mais c'est vrai que derrière, ce sont pour la plupart des femmes qui gèrent toute l'organisation. Donc ils ont cette année ajouté aussi, ils ont un peu agrandi l'effectif donc de personnes qui seront formées notamment à la critique. Habituellement, c'était 30 journalistes culturels. Cette année, ce sera 32, toujours venus de nombreux pays. Donc une bonne partie qui vient du Sénégal, de toutes les régions de Dakar aussi, mais également d'autres nationalités telles que le Togo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, comme ça a été le cas l'année dernière et les autres années. Et puis chaque année, ils essayent un petit peu d'agrandir un peu cet effectif. L'idée aussi, en fait, c'est de pouvoir continuer à travailler pour que Dakar devienne ou reste la capitale du court-métrage en Afrique. Et cette année, on a 11 films en compétition qui seront cette fois-ci diffusés sur 3 jours et non 2 comme l'année précédente. Et en fait, l'idée, c'est que les soirées soient un peu moins lourdes, à la fois pour le jury, mais aussi pour le public. Donc, c'est des soirées qui sont ouvertes à tous et gratuites pour pouvoir visionner ces courts-métrages-là. On sait que la difficulté du court-métrage, c'est vraiment d'être diffusé parce qu'au cinéma, on voit les longs-métrages. Finalement, les courts-métrages, parfois, dans certains festivals, on va les voir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de plateforme où on va pouvoir tous les retrouver, en tout cas quelques-uns, mais c'est vraiment très rare. Donc là, c'est un peu la possibilité aussi de pouvoir voir des courts-métrages et, en tant que réalisateur de courts-métrages, de pouvoir être vu aussi. Donc c'est un peu l'objectif. Donc l'année dernière, il y avait 4500 festivaliers. Cette année, ils en attendent au moins 5000. Et puis l'objectif aussi, c'est de pouvoir agrandir cela d'année en année. C'est ça. Et ils remettront, dans le cadre du thème de l'hommage aux pionnières, ils remettront 3 prix à 3 figures historiques du cinéma sénégalais et étranger. À Safi Faye notamment, qui nous a quittés cette année, et Issa Niang, qui avait joué dans Le Mandat. Et pour le prix international, à Euzan Palsi, donc c'est la première femme avoir eu un César avant Maïmouna Doucouré et puis Mati Diop. Et elle est originaire des Antilles. C'est ça. Et nous en parlions d'ailleurs vendredi dernier lorsque nous avons reçu Calistassi sur ce plateau, la présence des femmes qui est de plus en plus accentuée dans le secteur du cinéma et ce genre d'initiative. Je pense que c'est très important pour justement promouvoir cette présence dont on parle. Oui, absolument, et pas juste devant les écrans, parce que les femmes qui jouent, on en connaît énormément, beaucoup, mais de plus en plus derrière les caméras également, donc à la réalisation, à l'écriture. Et dans le cinéma, on sait qu'il y a plusieurs corps de métier. Et donc, on retrouve autant pour moi de plus en plus les femmes dans ces corps de métier-là. Et ça, c'est une excellente chose. Belle initiative également avec Dakar Court, qui offre la possibilité, quand on sait que pour faire un film, une série, il faut beaucoup de moyens, à de jeunes réalisateurs de pouvoir et d'avoir la possibilité de se former et de faire des films et d'être regardés. Et donc, la chance d'être sélectionnés pour des festivals. Donc, chapeau aux initiateurs. Et puis, véritablement, que chacun puisse aller regarder un peu ce qui se fait là-bas aussi. Oui, il faut y aller. À saluer aussi cette formation des journalistes culturels. Il faudrait qu'ils puissent bénéficier d'un regard un petit peu plus professionnel, vu qu'ils s'intéressent. C'est ça, la critique. C'est ce qui fait vivre le cinéma aussi, parce que c'est pas regarder quand c'est pas critiqué. Finalement, ça tombe dans l'oubli et c'est un petit peu l'objectif. Que tout le monde puisse participer en fait à cet écosystème. C'est ça, c'est important aussi. Alors Laura, on passe à l'agenda culturel.
Oui, alors on a 3 dates pour cette semaine. Donc ce matin à 10h, on a 2 cérémonies d'ouverture. Donc je vais vous le dire rapidement parce que je vous en avais parlé déjà mercredi. Donc il y a la conférence inaugurale qui marque le lancement de la 4e édition du Grand Carnaval de Dakar. Et en fait, cette conférence qui se tiendra de 10h à 12h30 à l'Hôtel de Ville, c'est sur le thème « La culture, moteur du développement territorial ». Donc c'est pour pouvoir questionner notamment les défis et les obstacles qui subsistent autant pour les collectivités territoriales que pour les porteurs de projets. Et il y a également la cérémonie d'ouverture donc du Salon international de valorisation du pain tissé, avec, on le rappelle, le Mali à l'honneur. Et là, ce sera sur la place du souvenir avec toutes les animations qui seront prévues tout le week-end. Ensuite, on a le top départ pour Parcours, donc la 12e édition sur le thème de l'art dans la cité. Donc c'est 31 espaces artistiques qui vont ouvrir leurs portes donc sous le thème l'art de la cité pour cette édition. Le programme complet c'est à retrouver sur leur site. Les vernissages ça commence à partir d'aujourd'hui et ça sera un petit peu partout au niveau de Dakar et au-delà. Et enfin, du côté de Saint-Louis, se tiendra aujourd'hui et demain le festival de musique Métisson qui se tiendra à la fois dans les restaurants, les bars, les hôtels de la ville, après un concert d'ouverture qui se déroulera ce soir à 21h à l'Institut français. Et entre deux, évidemment, il y aura d'autres animations, les tours de calèche, etc. Ça, c'est aujourd'hui à partir de 17h. Ouais. Demain à partir de 17h, pardon. Et seront organisés, donc, à ne pas manquer, un panel demain sur le statut de l'artiste au Sénégal. C'est ça. Merci beaucoup, Laura. Merci. Et à côté, il y a notre troisième invitée, Eugenia Pisani, responsable du programme Genre à l'Agence italienne pour la coopération au développement. D'abord, bonjour et bienvenue sur le plateau de Kenki Diba. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Oui. Et avant de commencer cet entretien, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez justement du sujet de Laura. Quand on parlait de la présence des femmes dans le milieu du cinéma, c'est pas seulement au Sénégal que ça commence à être boosté, peut-être même au-delà, en Italie peut-être aussi. Est-ce que vous avez cette même réalité, de plus en plus de femmes qui s'affirment dans ce secteur ? Oui, bien sûr, je pense en plus c'est très important parce que via le cinéma, via les réseaux, via les télés, via les médias, on peut véhiculer des stéréotypes. Après, je veux me rattacher à la raison pour laquelle je suis là. Donc, soit on donne la voix aux femmes, mais aussi on doit faire très attention quel message on porte, comment on le porte, les mots qu'on utilise, pour éviter aussi de véhiculer des stéréotypes. Donc, c'est très bien. Et donner la voix aux femmes, ça fait aussi que leur parole est prise en compte. Oui. Très important. Et vous êtes là justement pour nous parler de cette campagne de prévention contre les violences faites aux femmes et aux filles notamment. Et nous allons tout de suite suivre cette vidéo en guise d'illustration et nous revenons pour le débat. Salaamaaleykum. noo def. maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. waaw. ça va. man Matar Diop laa tudd yow nag. Awa. Awa ñaataat nga am. 12 ans. 12 ans. waaw. sëñ bi lii man maa ko war a wax. te lu tax nga ñëw dangaa ñëw ba ku la maquillage sa du feeñ. xam nga ni yow doo nitu dara sama doom xam nga ni duma la ko may. yoo def sa bopp bi ni ay rasta sa waajur réccu na ñu nga doon juree. def sport mère bu toll ni yow ak sa âge c'est ridicule. yow gis nga sa bopp bi nu mu mel kenn xamul la ngeen góor nii. grand li ma maa ko war a wax yow yaa tuuti asin waa kër duñu lekk. Monsieur, je suis vraiment obligée de continuer. lii mënuma continuer di ko wax tamit. oui ma baal ma àq bëgguma la woon wax lii yëpp yow jigéen bu baax nga jigéen gën la. baal ma de. baal naa la. nit sax day jooy lii yëpp waruma la ko woon a wax. te nga dalal sa xel gis nga sa borom kër yow rek la bëgg
li ma lay wax ni waruma la kaa wax des fois nit da lay gis a dëkkal la foo dëkkul. dangaa rafet xoolal sa bopp rek yaay mel ni Diamant Noir. jàngal la ki dina baax dégg nga incha allah. Les mots qui blessent, mais aussi les mots qui réconfortent. On vient tout de suite de le voir sur cette vidéo qui justifie parfaitement le thème qui a été choisi, Sarah. Chaque mot compte et nous allons tout de suite en parler avec notre invité. Oui, tout à fait. La transition est bien trouvée. On parlait de cinéma, de films, de présence des femmes. Tout ceci en images, bien sûr. Chaque mot compte. Vidéo réalisée à l'occasion de la célébration du 8 mars, consacrée bien évidemment à la Journée internationale des femmes. Aujourd'hui, pourquoi la coopération italienne s'intéresse à ce sujet particulièrement? Pourquoi la coopération italienne se lance dans cette campagne de prévention? Génial. Alors, on se lance dans cette campagne. En fait, en tant qu'agence italienne pour la coopération au développement, on travaille avec le gouvernement du Sénégal depuis au moins 2014. On accompagne le ministère de la Femme, la Famille, la Protection des enfants dans la mise en œuvre de sa stratégie pour l'égalité et l'équité de genre. Là, on lance cette campagne. Voilà, nous, c'est un travail qu'on fait toute l'année, 365 jours par an, mais c'est le moment des 16 jours d'activisme qui démarre demain, que c'est justement le 25 novembre, la journée internationale pour les droits contre les violences faites aux femmes, et les 16 jours terminent le 10 décembre, que c'est la journée internationale pour les droits humains. Donc c'est le moment vraiment, c'est une campagne internationale qui est portée par le secrétariat général des Nations Unies, où tout, en fait, on devrait participer, faire... partager ces messages, parce que c'est vraiment le moment où on peut faire un peu plus de bruit. C'est un travail qu'on fait tout le temps, mais on profite de cette occasion. Et c'est pour cela qu'on lance cette campagne. Voilà, dans le cadre des 16 jours, c'est des activités pour le thème de cette année, c'est prévenir la violence. C'est ça. Et nous, avec cette vidéo, on a dit que voilà d'où part la violence. Où commence la violence, justement? justement? Les mots. C'est un expériment social. On a demandé aux gens qui étaient venus participer à la vidéo d'écrire, d'un côté, d'écrire des messages ou des paroles blessantes. Des paroles qu'on lui disait. Donc, il y a le gars avec les rastas, c'est quelque chose que, en fait, peut-être on peut intérioriser, peut-être on peut normaliser, mais quand un inconnu nous lit ce que normalement on est habitué à entendre, comme ça, tout d'un coup, c'est très blessant. Donc, on a vu que les gens disaient, bah, je veux m'arrêter, je veux plus lire ça, parce que, voilà, vraiment, les mots, c'est quelque chose qui, comme on disait, ça peut renforcer des stéréotypes qui sont là, qui s'adaptent aux cultures. Donc, chacun fait partie, utilise des mots et en le voyant de dehors, on se rend compte que voilà, on véhicule, on continue à porter des stéréotypes et on peut blesser. Et déjà là, c'est une forme de violence. Et pour soigner justement ces violences-là, vous qui êtes experte en violences basées sur le genre, que faut-il faire aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que d'année en année, eh bien, les chiffres inquiètent davantage, surtout quand on parle de violences faites aux femmes et aux filles. Que faut-il faire aujourd'hui? Ah, vous savez qu'une femme sur 3 dans le monde est touchée par la violence. C'est vraiment un phénomène qui ne concerne pas que le Sénégal, c'est un phénomène global. Donc les actions à faire, en plus ce que nous on porte comme agence italienne pour la coopération au développement, c'est au moins sur 3 niveaux. On a le cadre législatif, donc le cadre du pays, les législations qui peuvent promouvoir une égalité de genre. Et je ne vous coupe pas, mais au Sénégal, on a criminalisé le viol, par exemple. Est-ce que ces initiatives entrent dans le cadre justement de la lutte, d'une lutte efficace, je veux dire, contre ce fléau-là? Et on doit remercier la société civile. Et la société civile est très active dans ce pays. Et c'est pour cela qu'on a eu cette loi en 2020 qui criminalise le viol et la pédophilie. Donc déjà, un cadre physique qu'on peut avoir, les femmes peuvent jouir de leurs droits et peut avoir aussi un cadre qui les protège. Mais le cadre législatif ne suffit pas. Donc on a tout le côté aussi de travailler avec la culture, l'environnement, où les stéréotypes, les discriminations arrivent. Et c'est pour cela que nous, on a profité de cette campagne pour lancer la vidéo. Donc c'est toute une question d'éducation, de formation. Les médias, on a parlé de médias et cinéma, de porter, d'utiliser des mots aussi quand on parle de violences faites aux femmes, qui soient les plus appropriés, voilà, on raconte certains faits. Donc, tout le côté aussi culture, tout le côté de changement de comportement, et bien sûr aussi tout ce qui est prise en charge après des victimes. Donc, nous, on travaille beaucoup avec
l'association des juristes sénégalaises qui gère les boutiques de droit. J'en profite aussi pour lancer le grand travail que les boutiques de droit font. Donc, toutes les populations, hommes et femmes, peuvent avoir accès à des services juridiques gratuits. Donc, que ce soit le cas de violence, que ce soit le cas de viol, que ce soit le cas de mariage, mais aussi de loi du travail. Mais, en fait, tous les domaines juridiques. Un grand travail aussi. Voilà, pour accompagner après les victimes, pour une prise de charge holistique qui est basée sur la victime et sur ses besoins. Et j'en profite aussi pour rappeler que le ministère a lancé la ligne 116. C'est une ligne qui est opérationnelle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où toute victime de violence ou qui a vécu une violence, qui a vu, qui veut témoigner, peut appeler pour se renseigner où aller, quels sont les services à disposition, quels sont les services de l'État, quelles sont les démarches à suivre. Donc voilà, tout aussi ce qui concerne la prise en charge après des victimes. Quelles sont les difficultés auxquelles ces victimes font face aujourd'hui? Vous qui avez eu l'occasion d'échanger, de discuter avec elles, qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes et ces jeunes filles? Première chose, déjà, c'est toujours la honte, ce qu'on appelle victimisation secondaire. C'est toujours la victime qui a honte de ce qui lui est arrivé. Elle a l'impression qu'elle est coupable. Exactement. Donc déjà, dénoncer, si on voit les données, il y a très peu de cas de dénonciation. Au Sénégal, si je ne me trompe pas, plus que le 90% de victimes ne dénoncent pas. Aussi, donc c'est tout un phénomène caché. Et ici, la culture, on le sait, c'est on garde la famille, le linge sale, on le lave à la maison. Donc on ne parle pas. Voilà, le cas d'une législation, on a une législation qui criminalise les mutilations génitales. C'est quand même un phénomène qui est toujours présent. Les dernières données disent qu'il y a une hausse. Normalement, en 2018, on était 24% de la population féminine qui a subi mutilation. Dernière donnée, 2019, au 25%. Et la loi est là. Mais c'est toujours, on ne raconte pas, on ne dénonce pas. Même dans les services médicaux, on parlait avec des gens du service médical, on cherche de régler à l'amiable pour éviter, voilà. Donc aussi la poursuite des cas. Si on avait des poursuites, peut-être les femmes ont un peu plus de courage de dénoncer. Donc c'est un peu tout. Poursuivre les coupables. Poursuivre les coupables, il faut, quand ils vont dénoncer, avoir, et nous on travaille aussi beaucoup sur la formation du personnel de la chaîne qui s'occupe de judiciaire, les médecins sanitaires, aussi comment savoir accueillir une victime, reconnaître aussi des fois la victime qui arrive et cache ce qu'elle subit. Donc c'est vraiment tout un processus qui appelle plusieurs acteurs. C'est ça. Et même la police, normalement, il faut encourager à parler. Et si on a des cas, en fait, où les victimes peuvent voir qu'il y a une suite qui est donnée, que leur histoire n'est pas utilisée pour raconter. Voilà aussi, c'est très violent quand des fois sous les journaux, c'est raconté dans une certaine façon. C'est pour cela que je disais, les mots, c'est très important. C'est plusieurs choses. Donc, le courage, l'accompagnement, savoir où sont les services. Donc, j'ai nommé les boutiques de droit, la ligne 116. C'est vraiment un travail que tous ensemble, on doit faire pour accompagner et pour donner le mot aussi à ces personnes. Ban. C'est bon. Laura? Adama? C'est très clair. Eh bien, moi, je vais juste revenir justement sur la célébration demain, le 25, de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Au niveau de la coopération italienne, qu'est-ce que vous prévoyez concrètement? Est-ce qu'il y aura une cérémonie officielle pour lancer cette campagne? Alors déjà, on part aujourd'hui, on lance la vidéo. Nous, demain, il y aura la cérémonie officielle du ministère de la Femme. On accompagne, on fait partie, on va faire le lancement de la campagne au Grand Théâtre. Nous, on accompagnera les vidéos avec une campagne aussi sur les réseaux, avec 2 influenceurs. Un, c'est Cher Mustafa, et l'autre, c'est Kaijob, qui est une plateforme d'entrepreneuriat. Donc déjà, j'encourage à suivre les réseaux. Nos réseaux de l'agence italienne, c'est Access Dakar, où on va lancer en fait, toutes les activités qu'on va faire. Demain, aujourd'hui, j'en profite aussi, on parlait de vernissage, toujours lié quand même à l'autonomisation des femmes. Il y aura un vernissage toujours organisé dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence italienne pour la coopération au développement et le Bureau international du travail. On va lancer au Socamon cette vernissage, exposition photo, qui est liée à la signature d'une convention entre la mutuelle sociale des artisans et les coopératives des récupérateurs des déchets de la décharge de Mbebes. Donc ça aussi très important.
Et cette exposition photo donne aussi en image la parole à des gens qui travaillent. Bien sûr, nous, on fait partie aussi de groupes thématiques genre du Sénégal, où font partie les agences UN et les agences bilatérales qui s'occupent des thématiques de genre. Et en tant que groupe, on va lancer une campagne conjointe. On va être à Sédu le 4 et le 5 décembre. On va travailler, comme on a dit, avec les boutiques de droit qui vont avoir le 4 une journée de consultation gratuite pour la population. On va faire un panel avec les autorités, la société civile, les associations de jeunes, de femmes, pour comprendre un peu, je dis le thème, c'est investir pour prévenir la violence. Quelles sont les actions à faire? Comment on peut accompagner le gouvernement? Donc, pas mal d'activités qui seront faites. Sur nos réseaux, nos plateformes, on va partager. Et je répète, ce n'est pas que pendant les 16 jours. Nos actions continuent bien au-delà au quotidien, finalement. Oui. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'acteurs qui interviennent sur ces questions-là, beaucoup d'initiatives et beaucoup d'actions. Est-ce qu'avec le temps, vous avez parlé de fédération, on sait, vous travaillez ensemble également sur ces questions-là. Est-ce que vous sentez que les choses sont en train de changer, que les lignes sont en train de bouger, ou on est toujours dans ce carcan-là? Est-ce qu'on avance sur ces questions-là? C'est très délicat, mais on avance. Déjà que nous sommes ici, on en parle, c'est un avancement. On a cité la loi 2020, en fait, il y a des avancements. Bien sûr, au niveau global, ce n'est pas suffisant. Dans le monde entier, en fait, si on continue comme ça, on aura besoin d'au moins 132 ans pour qu'il y ait une parité entre hommes et femmes. C'est vraiment, on a des avancements, mais on doit continuer tous ensemble, en créant des réseaux, en travaillant ensemble, à continuer à porter ces thèmes. Ça passe aussi par l'autonomisation des femmes, parce que la violence économique existe aussi et elle les rend encore plus vulnérables. Oui. Donc il faut les accompagner à être indépendantes financièrement. Absolument. Sur ça aussi, on travaille. C'est pour cela que je citais cette initiative avec le Bureau international du travail. Mais on a beaucoup d'autres projets aussi qui interviennent pour l'employabilité des jeunes, des femmes, pour l'insertion du travail, pour le soutien aux entreprises. Voilà, c'est vraiment un thème global. Ça passe de l'éducation de la petite enfance jusqu'au vraiment au marché du travail et à créer des situations qui font aussi qu'il y a un accès au travail pour l'autonomisation économique, bien sûr. C'est ça. Merci beaucoup, Eugenia Pisani. Je rappelle que vous êtes responsable de programme genre à l'Agence italienne pour la coopération au développement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir parlé de cette question cruciale de violence basée sur le genre. Notamment, on fait allusion aux femmes et aux jeunes filles. Merci. Merci à vous. Merci Laura. Merci Sarah. Merci Abdelaziz Dan et à l'ensemble des équipes en régie qui nous ont accompagnés toute cette semaine. Kenkeliba. C'est donc fini aujourd'hui. Nous souhaitons de passer un très bon week-end. La matinale revient dès lundi à 6h30. Au revoir. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.